L'affaire Mbappé, on va y revenir avec dans une seconde nos informations sur l'organisateur des soirées suédoises de la star du Real. On a des informations là-dessus, mais on a aussi et surtout des informations sur ce qu'a pu dire Kylian Mbappé ces dernières heures, ce qu'il a pu dire notamment à ses proches. On va en parler avec Nicolas Pelletier. Bonjour Nicolas, journaliste Bonjour. RMC Sport, avec Maître Pernilla Dalroth. Bonjour et merci d'être là, avocate au barreau de Paris et avocate également en Suède. Anne Chirol avec nous, journaliste société, chroniqueuse au Monde. C'est vous qui aviez enquêté justement sur ces soirées où on peut croiser des footballeurs, des stars venus des États-Unis. On va en reparler dans un instant avec vous, et notamment sur le métier de promoteur. Voilà, promoteur de soirée. On va en reparler dans une seconde. Maître Mourad Bati qui est resté avec nous. Merci Maître. Nicolas, d'abord donc, cette information très importante, information d'RMC Sport qui confirme ce que disait le Parisien ce matin. Kylian Mbappé reconnaît auprès de ses proches une relation consentie. Exactement, c'est ce que nous ont laissé filtrer ces dernières heures. Donc c'est une information de nos confrères qui a été dévoilée par nos confrères du Parisien et que l'on peut vous confirmer. C'est que Kylian Mbappé a eu une relation sexuelle consentie dans l'esprit du joueur. C'est important de le rappeler, avec une jeune femme le soir du 10 octobre en Suède. Kylian Mbappé dispose aussi de textos écrits positifs avec cette jeune femme après son départ de l'hôtel. Donc voilà ce qu'on a réussi à obtenir ce matin. Il y a une autre information importante aussi à donner, c'est qu'à cet instant, on n'est pas certain que cette jeune femme est l'autrice de la plainte qui a été déposée devant la justice suédoise. Donc c'est important de le rappeler, et on le rappelle aussi que Kylian Mbappé n'est pour le moment pas cité par la justice suédoise. Oui, on va rappeler qu'il n'est pas cité. On va rappeler évidemment, Maître Batik, la présomption d'innocence. Bah oui, la présomption d'innocence. Alors vous savez, on en parle souvent de la présomption d'innocence, et puis nous, les avocats, c'est un peu notre leitmotiv, c'est un peu notre colonne vertébrale. C'est le principe cardinal du droit français. Et souvent, on nous dit, mais pourquoi est-ce que cette présomption d'innocence est si importante ? Vous voyez, quand on viole le principe de la présomption d'innocence, eh bien, on aboutit exactement à ce dossier où l'honneur d'un homme, l'honneur d'une famille, un nom de famille est jeté en pâture. Et quand dans 24 heures, 48 heures, 72 heures, on verra qu'il ne s'est rien passé, eh bien, on se regardera tous un petit peu bêtement. Très probablement. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucune affaire Kylian Mbappé, il n'y a pas de juge qui a été saisi, il n'y a pas d'enquête qui a été ouverte en France. On sait simplement qu'il y a très probablement une plaignante qui a dit ce qu'elle peut vouloir dire, mais en réalité, ça n'a aucune conséquence. Il y a bien une enquête qui est ouverte en Suède. Je parle sous votre contrôle, Maître, mais il y a bien une enquête qui est ouverte en Suède. Deuxièmement, on a 4 médias suédois qui disent c'est bien Kylian Mbappé qui est visé par cette enquête. Troisièmement, là je parle sous votre contrôle Nicolas, dans l'entourage de Kylian Mbappé, on reconnaît bien aujourd'hui que c'est lui qui est visé par cette enquête. Oui, c'est un ressenti de l'entourage de Kylian Mbappé qu'on nous a laissé filtrer hier, qu'il est bien visé par cette plainte. C'est le ressenti. Et 4, c'est Kylian Mbappé qui, le premier, réagit aux informations données par la presse suédoise en expliquant que c'est une fake news, etc. On n'a rien inventé dans tout ce que je viens de dire. Oui, mais ce qui est important, cher Maxime, c'est qu'en attendant, les justifications qu'on lui demande, le tribunal devant lequel il est en train de passer à dévoiler son intimité, à dévoiler ses relations les plus intimes, vous vous rendez compte qu'on demande à un homme de dévoiler ses textos, d'expliquer que effectivement la personne était consentante, et c'est quoi la prochaine étape ? C'est qu'il dévoile les vidéos, qu'il fasse remplir un formulaire aux femmes qu'il côtoie. Enfin, on est dans quelque chose de parfaitement indigne, à mon sens, et ça ne devrait pas se passer comme ça, se dérouler comme ça. Après, moi, je ne comprends pas cette tradition française qui consiste systématiquement à jeter sous le bus nos champions que le monde entier s'arrache. Le monde entier veut Kylian Mbappé, et puis nous sommes les premiers à jeter sous le bus nos champions qui ont fait rayonner la France. Parce que c'est Kylian Mbappé ou un autre, on ne devrait pas parler des informations qu'on a quand il y a une personnalité qui est soupçonnée de ce genre de choses. Parce que c'est Kylian Mbappé, on ne devrait pas violer le principe de la présomption d'innocence qui est violé personne ne hier, viole, personne ne dit qu'il est coupable de quoi que ce soit. Qui est violé après-demain, et je pense que c'est important de remettre l'église au milieu du village, parce que quand dans 72 heures, une semaine, 2 semaines, on se regarderait et on verra qu'il y a eu très probablement un classement sans suite ou un non-lieu, parce qu'on parle de Kylian Mbappé, quelqu'un à qui on reproche tous les jours d'être trop cadré, d'être trop lisse, de tout gérer. On imaginerait que ce Kylian Mbappé, pendant un soir, il aurait eu une attitude complètement déplacée. Soyons sérieux. Je vous ai connu avocat dans d'autres affaires où il y avait des personnalités qui étaient accusées, mais vous étiez de l'autre côté de l'accusation.
Ça ne vous a pas empêché de venir répondre à nos questions précisément, et en l'occurrence, il s'agit de l'affaire Palmade, ça ne vous a pas empêché de venir répondre à nos questions parce qu'il y avait des soupçons qui pesaient sur Pierre Palmade. Mais vous l'avez noté, dans les dossiers dans lesquels je suis intervenu, il y avait une enquête qui était ouverte, il y avait un magistrat qui était saisi, il y avait des actes d'enquête qui étaient effectués, qui étaient diligentés. Là, l'enquête est ouverte en Suède, il y a eu des actes d'enquête, on a vu les enquêteurs venir par exemple du côté de l'hôtel où il a séjourné, visiblement saisir un certain nombre d'éléments auprès de la plaignante. C'est tout simplement qu'il y a peut-être une plaignante qui a dénoncé des faits. Maintenant, quel crédit accorder à ça ? À chaque fois qu'une plaignante va dénoncer des faits sur X, Y, Z, on va demander à notre champion de dévoiler les textos, de dévoiler les accords, de dévoiler les vidéos. Je crois qu'on va un peu vite en besogne. Là où ça... Comment dire, ça percute un peu nos habitudes, Maître Dalrod, c'est que la justice suédoise ne dit rien. Et si je comprends bien, le fait même d'avoir reconnu qu'une enquête avait été ouverte est absolument exceptionnel chez vous. C'est rare, mais on n'a pas souvent des affaires comme ça, effectivement. Mais après ça, c'est hermétique. Le procureur ne va pas parler jusqu'au moment où elle décide éventuellement de poursuivre, c'est-à-dire qu'il serait mis en examen. Si elle décide de ne pas poursuivre, elle ne parlera pas. Elle ne dira même pas officiellement l'enquête est abandonnée. Il n'y aura plus rien. C'est possible qu'elle va se prononcer en disant que l'enquête est close, mais on n'aura pas de conférence de presse. Elle ne va pas dévoiler ce qu'il y a dans cette enquête. Et donc, on pourrait avoir à la fin des fins, soit des poursuites, une enquête qui se poursuit, etc., des poursuites, soit une enquête qui s'arrête sans que jamais la justice suédoise n'ait dit officiellement que Kylian Mbappé était visé. Oui, c'est très possible. C'est comme ça que ça se passe chez vous. Si Kylian Mbappé avait été un Suédois lambda, c'est pas sûr qu'il aurait été mis au courant de cette plainte même. Ouais, ça, pour le coup, ça, effectivement, la différence, c'est toute la différence avec ce qui se passe chez nous. Si c'est classé sans suite, c'est juste classé sans suite, il n'y a pas d'information là-dessus. Et ça veut dire, et là pour le coup peut-être que ça rejoint quand même ce qui se passe ici, ça veut dire qu'on verra comment l'enquête progresse en Suède, mais Kylian Mbappé pourrait être le dernier entendu, le dernier convoqué pour lui demander des précisions sur ce qui a pu se passer ? C'est possible. Là, on a auditionné la présumée victime, j'imagine. Je ne sais pas, je n'ai pas les éléments de dossier non plus. On a peut-être entendu des témoins de l'hôtel. On avait saisi des vêtements, c'est ce qu'on croit en tout cas. Et si on pense que ça vaut la peine de le convoquer pour l'auditionner, il va être auditionné. Mais c'est pas sûr. Ça fait partie effectivement des grandes différences entre nos deux pays. On a ces informations, vous le disiez Nicolas, sur... Voilà ce que dit Kylian Mbappé, ce qu'il a reconnu auprès de ses proches, c'est-à-dire cette relation consentie. Encore une fois, on recevait hier son avocate, l'avocat de Kylian Mbappé, qui nous disait il n'a strictement rien à se reprocher. Il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il n'a pas fait. Il n'a rien à se reprocher. L'autre élément que vous nous apportez ce matin, ça concerne ces fameuses soirées qui ont été organisées en Suède, et notamment l'organisateur des soirées. Un certain Marco D, qui est à la une de l'actualité aussi en Suède, dans les journaux suédois. Ce Marco D est le promoteur de la soirée. Il est en relation, il est même un représentant officiel de la discothèque où était Kylian Mbappé les deux soirs, le mercredi soir et le jeudi soir. Et donc ce promoteur, depuis plusieurs jours maintenant, il a un site internet qui est réduit au néant. Il ne parle plus, alors qu'il était très public juste avant cette soirée. Il était très actif sur les réseaux sociaux. Et donc, il organisait un peu des soirées un peu partout en Europe, en Suède, à Monaco, à Paris. Il parle toutes les langues. Et donc, ça lui permet d'attirer des footballeurs. Ce sont souvent des footballeurs du championnat allemand, comme Nordi Mukiele, qui est l'un des amis de Kylian Mbappé, qui était présent ce soir-là, qui était déjà présent en septembre dans cette même discothèque. Et donc, voilà, il attire des footballeurs. Ça lui permet aussi d'organiser des soirées où il y a un fort pouvoir d'achat pour ces soirées privées. Donc le deuxième étage de cette discothèque pouvait être privatisé. C'est le cas dans l'affaire de Kylian Mbappé. L'étage était privatisé avec un salon, le salon ping-pong que l'on appelle comme ça là-bas, le salon ping-pong qui était privatisé avec beaucoup de jeunes filles qui avaient l'obligation de laisser leur téléphone portable à l'entrée. Anne Chirol, vous aviez enquêté pour le journal Le Monde. Vous avez publié une longue enquête, il y a un peu plus d'1 an maintenant, justement sur ces soirées. Je m'arrête sur un mot, je le disais tout à l'heure, promoteur. Qu'est-ce que c'est quoi le boulot d'un promoteur ? Alors un promoteur... On n'est pas dans l'immobilier là. Oui, bien sûr, on sort de l'immobilier, c'est absolument pas quelqu'un qui va vous vendre un super appartement vu sur la Tour Eiffel. Un
promoteur, c'est dans le système de boîtes de nuit parisiennes et dans le monde entier, mais moi je vais me contenter de parler du contexte parisien et cannois, ça va être un jeune homme souvent qui est dans le milieu de la nuit, qui commence à sortir, qui se dit bon bah super, je peux faire de l'argent et en même temps profiter, monter quelque chose quoi. Donc le système du promoteur en fait il consiste à recruter entre guillemets des filles, j'emploierai volontairement le terme de filles puisque ce sont plutôt des jeunes femmes ou d'apparence assez juvénile qui vont être recrutées sur certains critères physiques et aussi de présentation de soi. Donc au niveau des critères, il faut rentrer dans les canons de beauté dominants, c'est-à-dire être grande, assez fine, avoir les cheveux plutôt longs, être bien apprêtée, maquillée, etc., avoir des talons évidemment. Et donc une fois qu'il recrute toutes ces femmes-là, souvent sur les réseaux sociaux ou parfois dans son environnement personnel, il retrouve les filles à minuit, il check avec le videur valide que les femmes aient bien des talons aiguilles, qu'elles soient bien présentables, et de la sorte, elles vont pouvoir avoir une bonne table si elles sont considérées comme qualitatives, avoir une bonne table vraiment en vue, c'est-à-dire vraiment surélevée dans la boîte de nuit, tout le monde va les voir, etc. Et si ça ne correspond pas aux standards en vogue, ce sera une table un peu plus cachée. Et ce qui est intéressant à savoir, du coup, pourquoi recruter ces jeunes femmes ? L'intérêt, tout simplement, c'est qu'elles font un peu office de produits d'appel, en fait, pour tout simplement le chaland, qui est l'homme... plutôt pour des clients masculins, on va dire. Et puis après, une fois qu'elles seront à la table, le promoteur, il va les dispatcher, donc contre de l'alcool gratuitement. Évidemment, vous rentrez gratuitement, vous avez de l'alcool à volonté, vous êtes mise en valeur, vous avez un sentiment de prestige, d'exclusivité qui ressort vraiment dans les témoignages que j'ai eus des jeunes femmes. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup de filles des milieux populaires, mais aussi des classes moyennes, mais aussi des filles issues de milieux aisés qui vont justement, alors qu'elles pourraient avoir les sous de se payer une entrée en boîte, de se payer une bouteille à 500 €, elles vont quand même, elles aussi, être soumises à ce système. Sauf que ça leur permet, d'une certaine manière, d'accéder, et vous le racontez dans votre enquête, à Kanye West, Kim Kardashian, etc., et de se retrouver... Et de nombreux joueurs de foot qui utilisent beaucoup de joueurs de foot, effectivement, de promoteurs pour organiser leur soirée. Exactement, c'est tout à fait ça. Quand je vous parlais de sentiment d'exclusivité, de privilège, de prestige, vous croisez des Beyoncé, des Kim Kardashian. Enfin, quand vous avez 18 ans, vous arrivez à Paris, par exemple, vous voyez ça, vous êtes forcément un peu mis sous le feu des projecteurs. C'est incroyable. Mais, je vais me faire le porte-voix de Maître Batik. Il n'y a strictement rien d'illégal là-dedans. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est illégal, en fait, c'est que souvent, ce métier de promoteur, donc ils exploitent un peu, entre guillemets, des jeunes femmes en leur donnant le côté gratuit, etc. Mais eux-mêmes aussi sont un peu exploités par les boîtes de nuit et par le monde de la nuit, tout simplement parce qu'ils sont payés sous le manteau. Si le niveau des jeunes filles n'est pas jugé comme assez qualitatif, ils ne sont pas payés. Ah oui. Si, par exemple, vous avez un promoteur me racontait que dans une boîte de nuit, il ramène 15 à 20 femmes dans la soirée, s'il y en a 5 qui n'ont pas de talons, il n'est pas payé. Il y a une chose par rapport à ce qu'on racontait des soirées en Suède, il y avait visiblement une volonté de discrétion de la part de Kylian Mbappé. On laisse les portables à l'entrée, on se souvient des photos qu'on a tous vues où il est masqué, etc. Il y avait une vraie volonté de discrétion. Ça ne correspond pas tout à fait à l'ostentation que vous décrivez dans votre article. Alors, il y a le côté ostentatoire, ce côté vraiment là, purement, je viens pour brûler de l'argent, pour pop de bottle, comme on dit, pour vraiment sabrer le champagne, montrer vous racontez des concours de Dom Pérignon. Voilà, c'est ça. Vous avez exactement. Entre tables, c'est-à-dire celui qui va ouvrir le plus de bouteilles de Dom Pérignon. C'est ça. Il y a aussi une différence avec les footballeurs par rapport à des artistes, c'est que les artistes peuvent se montrer sur les réseaux sociaux avec de l'alcool. Quand on est un footballeur et qu'on se montre sur les réseaux sociaux avec de l'alcool en train de fumer, la publicité derrière est beaucoup moins bonne pour le footballeur. C'est effectivement plus compliqué. Tout à fait. Tout à fait. Et en effet, il y a vraiment cette volonté de discrétion. Quand il y a des grands rappeurs des grands rappeurs américains qui viennent à Paris, il est arrivé pour un grand nom que je ne vais pas citer là tout de suite, il est parti se mettre dans une backroom un peu tout seul. Et en fait, il avait son vigile qui faisait la taille de la montagne dans Game of Thrones, qui filtrait justement les femmes en fonction de leur beauté. Et les filles faisaient la queue pour passer un moment avec lui. Et on peut imaginer forcément que peut-être ce sont des jeunes femmes qui sont là, qui sont un peu aveuglées par la lumière des projecteurs, et on peut imaginer qu'il peut y avoir peut-être justement éventuellement des soucis, des agressions sexuelles, voire aller jusqu'au viol. Bon, là pour le coup, ou des relations consenties. Ou des relations consenties, bien sûr. Voilà, merci, bien sûr, merci Maître. Le Marcaudet dont parlait Nicolas, le nom vous évoque quelque chose ou pas ? Alors pas du tout pour le coup. Moi j'ai vraiment travaillé sur le contexte franco-français, mais c'est vrai que ça se duplique autant à New York, autant à Monaco, comme vous l'avez dit. Enfin, c'est assez commun.
Et ce que je trouve hyper intéressant, donc au-delà du fait que ces jeunes filles, en fait, elles sont là, elles ont vraiment ce côté je sors, je profite d'une soirée gratuite, etc. Et souvent, elles ne pensent même pas être payées, puisqu'elles se disent non, j'ai tout, c'est des bénéfices pour moi, je vais pouvoir en profiter, etc. quoi. Maître Dalleroth, le marcodé Ça me dit absolument ça vous dit rien. absolument rien. Et le fait, de ce que l'on comprend, c'est que la Suède, Stockholm, soit devenue un endroit où il y a un certain nombre de footballeurs qui ont pris leurs habitudes. Ça, c'était connu chez vous, pour le coup ? Qu'il y a beaucoup des gens qui aiment faire la fête à Stockholm, oui, Ouais. qui viennent comme ça en jet privé, oui, c'est assez courant. Mais le Mark B en question, il est suédois ou Il est, oui, je crois qu'il est suédois, oui. Alors ça, Je crois qu'il est suédois, ce personnage. Mais en fait, il est très connu et il fait en fonction des saisons. C'est-à-dire que le plus souvent, l'été, il est à Ibiza et à Monaco. Il fait en fonction des saisons. Et donc là, plutôt quand on arrive au moment de l'hiver, il est dans le nord de l'Europe. Il fait aussi des soirées à Paris. Il organise des soirées à Paris. Et donc, c'est ce personnage qui est aussi très bien raconté par la presse locale qui est au centre de ce dossier parce qu'il est l'organisateur de cette fameuse soirée dans cette discothèque. il y a un mystère dans cette affaire, on l'évoquait un peu rapidement tout à l'heure, on va y revenir, c'est la victime, la plaignante en tout cas, la victime présumée, la plaignante qui a déposé cette plainte. On va retrouver Pierre Barbin. Effectivement, on parlait de la discrétion et du silence de la justice suédoise. Cette plaignante, on ne sait toujours pas qui elle est. Non, on ne connaît toujours pas son identité. Pourtant, il y a bien une plaignante derrière ce dépôt de plainte pour viol et l'ouverture de cette enquête par la Suédoise. On sait d'ailleurs qu'elle est représentée officiellement par une avocate qui s'appelle Maître Petra Eklund. On l'a rencontrée d'ailleurs. Elle refuse de donner l'identité de sa cliente. Elle reste plutôt silencieuse. Vous allez l'entendre, elle n'est pas très prolixe, cette avocate. Elle veut surtout d'abord que la police suédoise mène son enquête et fasse son travail sereinement. Écoutez-la au micro de Valentin Rivolier. Je comprends pourquoi vous êtes ici. Je ne ferai aucun commentaire sur des noms ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit d'une enquête de police qui est en cours et qui est strictement confidentielle. Je ne peux donc pas commenter quoi que ce soit. Ce que l'on comprend en fait dans cette interview, c'est d'abord qu'elle ne veut pas dire officiellement que le nom de Kylian Mbappé est cité dans cette affaire. On sait que pour l'instant, seuls les médias suédois avancent cette hypothèse. La justice suédoise, elle aussi, reste plutôt silencieuse. On sait en tout cas que des analyses ont été effectuées dans l'hôtel où a dormi Kylian Mbappé, le Bank Hotel situé dans le centre-ville de Stockholm lundi, puisque des techniciens et enquêteurs de l'identification criminelle de la police suédoise sont venus sur place. Pierre, 3 jours après les premières révélations de la presse suédoise, est-ce que c'est toujours à la une chez vous ? Alors, ce n'est plus officiellement à la une, on ne voit plus les titres de Kylian Mbappé sur les journaux, mais on est encore allé acheter les quotidiens ce matin dans les points presse et on continue d'évoquer cette affaire Kylian Mbappé, voilà comment on l'appelle ici dans les médias, parce que s'il n'y a pas un grand intérêt de la population suédoise, malgré tout, ça commence à s'ébruiter parce que ça se serait passé bien évidemment à Stockholm et les informations publiées par la presse commencent à intéresser la population. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a eu d'importantes informations divulguées dans les premiers jours. Aujourd'hui, la presse quotidienne donne surtout la parole à l'avocate de Kylian Mbappé et reprend ses propos qui ont été évoqués d'ailleurs sur votre plateau hier. Oui, absolument, c'était hier, c'était sur ce plateau, Maître Canu-Bernard qui expliquait effectivement qu'il n'avait strictement rien à se reprocher. D'ailleurs, Nicolas Pelletier, quand on regarde du côté du Real Madrid, le club de Kylian Mbappé, alors il y a une source interne, c'est ce que nous dit l'AFP, une source interne à l'AFP qui dit c'est le plus gros fake de l'histoire du sport. Exactement, ils sont sur la même ligne que Kylian Mbappé. Ils pensent que toute l'histoire a été inventée depuis la semaine dernière en Suède. Donc ils sont au soutien du joueur Kylian Mbappé qui a repris l'entraînement totalement normalement lundi dernier, qui a repris aussi son entraînement collectif mardi avec l'ensemble du groupe du Real Madrid. Mais oui, le Real est aussi un très grand club européen.
Ils ont aussi l'habitude de gérer des dossiers ultra sensibles. Donc, ils n'ont pas pris la parole officiellement. Peut-être que la première interview de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, lors d'une sortie devant les médias, peut-être qu'il évoquera cette affaire. Mais pour l'instant, au Real Madrid, on se tient derrière la ligne de conduite fixée par le joueur. Et seguimos trabajando. On continue de travailler. Exactement. C'est ce que dit le Real en montrant des images de Kylian Mbappé qui marque des buts à l'entraînement et qui célèbre ces buts-là avec ses coéquipiers. Sur Instagram hier, ils ont publié une petite vidéo avec cette légende de Kylian Mbappé, donc qui continue son entraînement totalement normalement depuis son départ. On rappelle aussi qu'il est parti vendredi en milieu d'après-midi de Stockholm. Il a été passé 3 jours en Corse où il a été aperçu par nos confrères de Corse Matin à la sortie de l'avion. Il a passé dans un hôtel corse sur l'île des Sanguinaires, très précisément son week-end, avant de regagner Paris, puis de rejoindre Madrid le lundi matin. Donc il a passé ses jours suivant Stockholm totalement normalement. Maître Dalrot, si la justice suédoise veut entendre Kylian Mbappé, encore une fois, c'est pas sûr, hein, on le disait tout à l'heure, ça peut être dans 2 jours, un classement sans suite, un non-lieu, on n'en parle plus, ouais. et la justice ne dira rien de plus. Si elle veut l'entendre, comment ça va se passer? Comment ça peut se passer? Ça peut se passer de différentes façons. Soit il peut être convoqué pour venir en Suède, ou soit on peut l'entendre à distance. La police suédoise n'a pas le droit de l'entendre dans un autre pays, sur le sol français ou espagnol par exemple, mais on peut collaborer avec la police locale qui va poser les questions que la police suédoise souhaite poser. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous les 4 d'avoir été avec moi en direct sur ce plateau ce matin.